pas dans le sens de son déplacement de la photon, il oscille que transversalement. Si vous essayez avec une antenne de taper une onde électromagnétique, vous pouvez vous mettre de façon transverse par rapport à l'émission. Donc le photon, il oscille dans le plan transverse, il n'oscille pas longitudinalement, et le photon donc, a une masse nulle. Pour qu'on puisse avoir une masse, il faut être capable de scier aussi dans le sens du déplacement. En l'occurrence, le boson Z et W, qui dans la théorie fondamentale n'a pas de masse, se mélange avec les bosons de Brewston par cette symétrie-là, et ils apparaissent massifs parce qu'ils obtiennent une composante longitudinale. Donc ça, c'est le principe fondamental du mécanisme de Higgs pour les bosons de l'interaction théorique. Je vous ai dit aussi que bon, ça c'est juste une petite image, on peut s'en passer. Donc les bosons Z et W, ils acquièrent une masse. Les fermions élémentaires, eux, ils acquièrent une masse, mais c'est un petit peu différent. En fait, ce qui se passe, je vous ai dit dans la théorie fondamentale, j'ai un électron de gauche et j'ai un électron de droite, de masse nulle. Et bien, le champ de Higgs, il interagit avec un électron de gauche et il le transforme en électron droit. Puis ensuite, il prend l'électron droit, puis il transforme en électron gauche. Puis ensuite, il transforme en électron droit et gauche et gauche. Puis il oscille, puis un électron s'associe en permanence gauche à droite. Le fait que l'électron, vu à une distance physique finie, est un objet qui est en permanence en train de basculer entre la gauche et la droite, ça lui donne une masse, parce que pour avoir une masse, il va être capable de basculer entre la gauche et la droite. Donc l'électron devient massif. Toutes les particules élémentaires, les champs fondamentaux, les particules qui correspondent aux champs fondamentaux, deviennent massifs de cette façon-là. C'est un peu un mécanisme, c'est un double mécanisme en fait, pour générer la masse des bosons par le degré de liberté que j'ai acquis ici, et l'autre par interaction avec le champ de Higgs. Ça implique un couplage qui détermine la masse, la valeur de la masse. Je vous ai montré que les particules dans le modèle standard avaient un certain spectre de masse. On ne connaît pas l'origine de ce spectre de masse. Je n'ai pas expliqué l'origine. Je n'ai pas expliqué pourquoi le quark top est supermassif, ou que l'électron est léger, ou que le neutrino est encore plus léger. Si l'origine de la masse des neutrinos est le boson de Higgs, le neutrino, on ne sait pas pourquoi il est aussi léger. Il y a un truc un petit peu particulier avec le neutrino, si on l'explique par le mécanisme de Higgs. Parce que quand le neutrino qui est gauche, vous savez tous, on dit toujours les neutrinos sont gauche, c'est pas vrai que les neutrinos sont gauche. On les observe toujours gauche. Ça, c'est pas exactement la même chose. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils sont gauche, on les observe toujours gauche. Si la masse du neutrino vient du champ de Higgs, il fait la même chose, le neutrino bascule entre la gauche et la droite. Et quand il est à droite, il n'a pas les nombres quantiques pour interagir avec quoi que ce soit. Il est complètement stérile. On ne peut pas interagir, donc détecter un neutrino droit, puisqu'on ne le voit jamais, puisqu'il n'interagit avec personne. Mais il bascule en permanence, donc en quelque part, le neutrino passe sa vie à basculer entre quelque chose d'observable et d'inobservable. C'est une des solutions possibles à la masse des neutrinos. Ce n'est pas la seule, il y a aussi des théories au-delà du modèle standard qui puissent expliquer la masse du boson, mais ça, c'en est une des théories. Ok, donc, oui, j'arrive à la fin. Donc, le boson de Higgs, le champ de Higgs, j'ai dit ça sur la viabilité de la théorie des interactions fondamentales. Ça permet de poursuivre l'aventure vers l'infiniment petit. Sans le champ de Higgs, la théorie devient une théorie absurde à l'échelle du temps. Ça, j'ai résolu ce problème. Ça différencie les forces électromagnétiques et faibles, puisque le photon reste de masse nulle et le boson ZW acquiert une masse. Donc, j'ai ce qu'on appelle la brisure de symétrie électrofaible. Ça donne de la substance à la matière, parce que ça permet aux fermions, électrons et quarks d'acquérir une masse. Je veux rappeler le fait évident que si l'électron n'avait pas de masse, il n'y aurait pas d'atome. Et l'atome, c'est essentiel pour annuler la charge électrique du noyau. L'essentiel de la matière vivante, ce n'est pas l'interaction électromagnétique, mais c'est ce qui est résiduel. Après avoir annulé les charges, il y a un petit résidu qui forme l'essentiel de la chimie. La formation des atomes va dépendre de la masse des électrons. S'il n'y avait pas de masse des électrons, s'il n'y avait pas eu le champ de Higgs, un millième de milliardième de seconde après le Big Bang, il n'y aurait pas d'atomes, donc l'univers ne serait jamais devenu transparent. Ça serait un peu embêtant. Donc, ça replace aussi la question du vide au cœur de notre récit de l'univers. Je vais expliquer comment le vide joue un rôle extrêmement important. Et le fait que le boson de Higgs, c'est une brisure de symétrie, en fait, c'est un choix d'un vide particulier. À un moment donné, il y avait une dégénérescence de tous les vides possibles, et il y en a un qui est choisi, et puis voilà. OK. Voilà un boson de Higgs, c'est la propagation de la matière illustrée et ralentie pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc ça, c'est des particules Higgs-balades. Et puis, à un moment donné, l'univers devient suffisamment froid pour que le champ de Higgs commence à agir. Et là, le champ de Higgs apparaît et les particules deviennent massives et les photons continuent à se balader à la vitesse de la lumière. Et les petits points, là, c'est juste pour illustrer cette interaction, ce basculement permanent, cette interaction permanente avec le champ de Higgs.
Ça, c'est comment fonctionne en pratique le champ de Higgs. D'une certaine façon, vous avez vu conceptuellement, ma théorie reste là, les particules fondamentales dans la théorie restent là, les champs fondamentaux restent là avec des particules de masse nulle, avec des composantes droites et gauche, et tout ce que je vous ai raconté. Mais dès que je le mets dans l'univers physique où est présent le champ de Higgs, ces objets-là deviennent massifs. Donc c'est un peu externe de certaine façon à la théorie, et il y avait plusieurs solutions potentielles en fait pour résoudre ce problème-là. Là, c'est deux protons qui font une collision, c'est ce qu'on fait au LHC. Deux protons qui arrivent, ils font une collision, ça excite le champ de Higgs ensuite se désintègre, et à la fin, ici, je vois deux petits photons, et la détection de ces deux photons, c'est une des signatures privilégiées pour le boson de Higgs au LHC. Ok. Une analogie très simple, c'est pas une invention totalement nouvelle, c'est des choses qui existent, avec la supraconductivité. La supraconductivité, ça veut dire qu'au-dessus d'une certaine température critique, en fait, je peux avoir un champ magnétique qui pénètre le matériau, mais quand la température est au-dessous d'une certaine température critique où le matériau devient supraconducteur, ben, le champ magnétique, en fait, ne peut plus pénétrer dans le supraconducteur. Ce phénomène-là est un phénomène extrêmement analogique à celui du champ de Higgs. En fait, ce qui se passe ici, c'est que les photons, le champ, qui pénètre dans le matériau supraconducteur, il acquiert une composante longitudinale, il se met à osciller dans le sens longitudinal, il acquiert une masse, les photons deviennent massifs. Et en fait, du point de vue des équations, c'est la même chose, c'est ce qu'on voit au niveau mathématique, les photons deviennent massifs. Donc ce même principe-là, en fait, c'est le principe qu'on utilise pour le mécanisme de Higgs. Au-dessous d'une certaine température critique, il y a trois bosons qui acquièrent une composante longitudinale, les bosons Z, W, et un qui reste masse nulle, le photons. Dans notre récit de l'univers, ben, ça correspond donc à ça, Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Et je vais aller un petit peu vite pour arriver dans nos résultats rapidement. Ben, le champ de Higgs, il apparaît ici, à peu près 1/1000 de milliardième de seconde après le Big Bang. C'est le moment où l'univers est suffisamment froid pour que je dépasse la température critique et que le champ de Higgs puisse agir. Et là, j'ai cette mesure de symétrie trop faible, les particules deviennent massives. Et ça prend ensuite jusqu'à 300 000 ans pour que ça soit suffisamment froid pour que l'univers devienne transparent. Et le découplage de l'interaction électromagnétique est faible, il se produit ici. Et c'est ce temps-là, 1/1000 de milliardième de seconde après le Big Bang, ce sont les conditions qu'on a reproduites dans les collisions au LHC. Ok. On va passer rapidement ici. Donc, je voulais juste faire une petite remarque en passant. La masse, c'est plus une quantité première conservée et irréductible comme la matière, comme dans les théories de Newton. Hein. Vous voyez bien qu'on peut créer et annihiler des particules massives sans problème. Le concept de masse, ben, vous le savez, en théorie de la relativité générale, c'est comment remplacé par quelque chose d'autre qu'on appelle l'énergie-impulsion. Ben moi, je vous dis que le poids de la masse du proton provient de la dynamique de la distribution en énergie-impulsion de la mer de quarks et de gluons qui bouillonnent autour des quarks de valence. C'est comme ça qu'on génère la masse du proton. Puis la masse des quarks de valence, ben, elle provient de l'interaction avec le champ de Higgs. Ben, en fait, la masse, elle émerge spontanément à partir de rien. Et ultimement, on pense qu'on comprend comment on peut faire effectivement apparaître la masse à partir de rien, à partir d'une fluctuation quantique dans laquelle s'installe le champ de Higgs. Le champ de Higgs donne de l'énergie au vide. L'énergie est injectée en permanence, l'univers commence son expansion, etc. Il y a encore plusieurs hypothèses, il y a encore plusieurs variantes possibles. On sait que c'est un champ scalaire qui est responsable de l'inflation de l'univers au début de l'univers, mais on ne sait pas si c'est le champ de Higgs. Il semblerait que le champ de Higgs est un peu trop simple pour expliquer l'expansion accélérée de l'univers. On appelle ça l'inflaton, l'inflaton c'est un champ scalaire aussi. Donc, bon, voilà, ça, il y a encore beaucoup d'hypothèses, mais fondamentalement, en tout cas conceptuellement, on arrive à peu près à comprendre comment on peut faire émerger, disons, l'univers à partir de rien. Ok, donc la découverte du boson de Higgs, rapidement, je vais sauter un petit peu l'histoire qui est un peu longue. Je vous ai dit qu'on fait des collisions de protons, donc on se sert de ce bouillonnement. On fait une fusion en fait, de gluons. On fait des collisions dans un temps très court, et ça, c'est deux protons qui arrivent en collision, sont un peu aplatis par la contraction de Lorentz. On se sert des gluons comme ça, deux gluons qui fusionnent, on excite le champ top, le champ de quark top. Le quark top, c'est un objet très massif. Le boson de Higgs se couple à la masse, donc il aime beaucoup se coupler au quark top. Donc en fait, on se sert des gluons, dans la mer de gluons d'un proton, pour exciter le champ de quark top, et on produit un boson de Higgs. Donc c'est pour ça que je disais le LHC, c'est le collisionneur à gluons. Et on produit les bosons de Higgs à travers la fusion de gluons. Il y a plusieurs autres modes de production, mais ça, c'est le principal mode de production.
Donc en décembre 2011, ben, après des millions de milliards de collisions, des centaines de millions de collisions intéressantes qu'on a enregistrées, on est à la recherche, en fait, j'ai montré un mode de production, mais on avait 4 modes de production et 5 modes de désintégration principaux. La paire de photons, je vous ai fait une petite animation où on voyait à quoi ça ressemble. Dans le détecteur, c'est une topologie très simple. La paire de bosons Z ou W, les leptons, les fermions ensuite, soit tau, les quarks P. Pour l'essentiel, la découverte dépend de la production de paires de bosons. En fait, c'est vraiment le Higgs qui se couple aux paires de bosons qu'on a découvert dans un premier temps. On a les premières observations de ces couplages-là, mais on commence tout juste à le faire maintenant. Et donc on a fait, ben, après tout ça, et beaucoup de livres. Voilà où on était en décembre 2011. Juste pour rappeler la situation absolument critique, et c'est un truc qui est complètement non trivial. La masse du boson de Higgs, je vous l'ai dit, on ne la connaît pas. La théorie ne nous donne pas la masse du boson de Higgs. La plage acceptable est extrêmement vaste. On sait qu'il doit, si